Bonjour, je suis là pour vous interroger sur votre vécu en horticulture avec des élèves en situation de handicap. Donc, je voudrais savoir si vous aviez déjà rencontré dans votre cursus professionnel des élèves avec des handicaps moteurs ou des handicaps mentaux. J'ai eu beaucoup d'élèves avec différents handicaps, des élèves avec toutes sortes de dysphasie, dyspraxie, dyslexie, des élèves avec des handicaps moteurs, des élèves en fauteuil roulant, des élèves avec des difficultés de déplacement, des élèves autistes. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Oui. Fréquemment, d'accord. Et est-ce que vous pensez que en termes de chez les chefs d'entreprise pour l'emploi, ces personnes-là seraient assez défavorisées en vue de leur handicap? Les handicaps, ce qu'on voit, c'est que ces handicaps peuvent se compenser. Donc, nous, on a à placer nos élèves en stage et on n'a jamais eu de difficultés. En tout cas, on a toujours réussi à placer chacun de nos élèves. Et les stages se passent bien. Une fois qu'on avertit la personne, on lui explique quelles sont les difficultés D'accord. de l'élève et comment il peut aménager le poste. Une fois que tout ça est fait et discuté, les stages ne se passent pas plus mal pour les élèves en situation de handicap que pour les autres. En tout cas, s'il y a des difficultés, elles ne sont pas liées au handicap. D'accord. Donc là, on est sur la rempoteuse. Donc c'est une machine qu'il faut savoir assez potentiellement dangereuse. Donc il ne faut pas mettre ses mains n'importe où. Et donc on en vient au niveau des pictogrammes de sécurité qui sont installés sur la machine. Donc les pictogrammes c'est très bien et ça a été fait pour avoir une meilleure compréhension, que ce soit pour les personnes normales mais aussi surtout pour les personnes qui possèdent des handicaps. Donc on peut parler d'autisme ou de dysphasie. Ce sont des personnes qui ont du mal à comprendre le fonctionnement d'une machine si on leur expliquait à voix orale. Alors que si on a un dessin, un pictogramme, on sait que là, il faut impérativement porter des bottes et qu'il ne faut pas mettre les mains dans la machine sous peine d'être blessé. Sur celui-ci, on retrouve encore le pictogramme ne pas mettre les mains sous peine d'être blessé, mais aussi porter des gants impérativement parce qu'il arrive parfois que les clayettes, donc, les godets et les clayettes se bloquent à l'intérieur de la machine. Donc on doit mettre les mains pour essayer de les décoincer. Dans ces cas-là, on arrête la machine et on peut mettre les mains. Donc il faut savoir que du coup, à chaque poste avec une machine, donc on a parfois des chaises qui sont mises à disposition pour les personnes qui ont du mal à rester debout. Je peux dire que cette entreprise est un peu comment expliquer, un peu en accord avec, pas en accord, mais en acceptation des personnes en situation de handicap et a des dispositifs pour pouvoir leur alléger le travail. Ah oui, oui, je vois sur Écully, il y a pas mal de formateurs féminines d'un très haut niveau. C'est peut-être un encouragement pour vous également. Si vous voulez devenir formateur ou formatrice, la place de la femme est toute choisie à ce niveau-là. Il y a vraiment une très grosse pression sociale, que ce soit dans l'entreprise, au sein de l'établissement, et même après en dehors, on le ressent, on fait très attention. Et une simple blague qui n'était pas de mauvaise intention peut vite te mettre au pilori et te jeter à la pâture. Au niveau, on va dire, mentalité des anciens horticots, c'est pas évident de prendre des filles. Moi, voilà, j'avais voulu faire, après mon bac plutôt en droit et apprentissage, j'ai eu des réponses qu'on ne voulait pas de filles. Ici, on s'entend tous bien, on a tous à peu près le même âge avec les vendeuses. Bon, en fait, sur Écully, il y aura, donc actuellement, il y a deux femmes et un homme qui est vendeur. Donc, c'est pas parce que c'est la vente, ça peut être aussi bien homme que femme. La preuve, puisqu'on a sur Dardy, c'est une femme, sur Écully, c'est un homme, donc il n'y a pas de différence. Si t'as pas la bonne couleur de peau, si t'as pas tout ça, il y a plein de choses qui sont discriminantes et pas simplement le fait d'être une femme. Après, si on a la volonté et qu'on veut y arriver, on y arrive.
que vous avez des stages, des plans de stage? J'ai fait des stages quand j'étais à l'école comme vous, c'est tout. Ok, ouais. Et ça vous a pas aiguillé sur ce que vous voulez faire plus tard? Bah oui, oui, si, vu que j'ai continué le métier. On peut avoir des aides, mais après, au-dessus de 40 ans, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Ben, c'est un petit moment que j'ai passé les 40 ans, donc j'avais rien eu. J'ai rien eu. Puis l'Asia, la première entreprise que j'ai créée, j'ai demandé rien du tout. Donc, ça a toujours été évolué un petit peu au fil du temps. L'avantage, c'est en faisant un petit peu comme ça, pour moi, c'est que si vous avez un souci, vous ne devez pas grand-chose à personne. Ah bah, c'est déjà pas mal. Au début où je suis arrivé avec lui, il y avait rien, on a même monté les serres, il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. Hein. C'est une évolution, une révolution complète. Hein. Au niveau des arrosages, on a des chariots d'arrosage, on a des rampes d'aspersion qui sont automatisées. Alors même si ça ne fait pas tout, il faut savoir resuivre derrière, l'arrosage est un point très important. Voilà, donc ça c'est une nouveauté. Ce qui a changé notre travail également avec lui, c'est lorsqu'on a eu la machine à rempoter. On se tapait tout à la main. On se remplissait tous les goûts de la main, tous les pots à la main. Je peux vous dire, c'était du boulot, c'était physique. Là au moins ça nous facilite le travail. Au niveau pénibilité, ça n'avait strictement rien à voir. C'était une très très belle, je pense, révolution. Et également, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, moi j'avais un logement de fonction, et la nuit, quand il faisait froid, je me levais voir si je voyais la fumée de la chaudière fonctionner. Maintenant, avec l'ordinateur climatique, via Internet, tac, on regarde, on voit exactement ce qui se passe. S'il y a une chute de température, on voit, on est soulagé. C'est bête, mais vous êtes rassuré. Sur le week-end, vous partez, vous pouvez voir sur votre smartphone ce qui se passe. Hein. Bien regarder les racines, ça va toujours avoir ce geste professionnel, voir où en sont les racines. Dans le cadre des phytopharmaceutiques, il y avait des modes. Je vais vous citer deux exemples. Sur les chrysanthèmes, c'est une culture qui est importante chez les horticulteurs, sur les catalogues, sur pratiquement tous les fournisseurs, à la fin du catalogue, il y avait l'utilisation des produits qu'ils préconisaient pour lutter contre le thrips, pour lutter contre les acariens, pour lutter contre la rouille. Voilà, et il y avait des mélanges, c'est cela. Maintenant, c'est strictement interdit. Il y a un autre point où je vous dis, il y a des modes. Si on va à Écully, il y a un vieil appareil dont on ne se sert plus depuis des années. C'est ce qu'on appelle un UBV. UBV, ultra bas volume. Je simplifie. Vous faites un traitement phytosanitaire classique, mettons une brouette de 100 litres, vous mettez votre produit, mettons 100 millilitres de produit. Là, dans l'UBV, c'est différent. Vous mettez cette même dose, 100 millilitres, par contre, vous la mettez sur 1 ou 2 ou 3 litres. Et la nuit, ça nébulise, ça vaporise de partout, il y a un ventilo, et ça va traiter. Donc non seulement vous traitez une surface, mais vous traitez également un volume. Si bien qu'il y a des produits qui se mettent sur les toiles, puis quand ça s'ouvre, ça se ferme, voilà. Donc ça, c'était une hérésie. On ne veut même plus en entendre parler maintenant. Je pense qu'il faut être curieux. Il n'y a qu'en étant curieux que l'on peut progresser. Lorsqu'un commercial vient, c'est plus qu'un commercial que l'on doit avoir à faire. Il faut qu'on en ait affaire à un
technico-commercial. Il faut qu'il nous apporte. On n'est pas là uniquement pour lui donner des sous. Il faut que lui également, techniquement, nous apporte quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des différentes techniques de maraîchage? L'évolution par exemple des outils, des produits qui sont proposés, de la manière dont on produit les plants maraîchers? C'est bien que ça évolue un petit peu. De toute façon, l'horticulture elle-même, en 30 ans en arrière, elle a beaucoup évolué. Après, je pense que si on va, comme je disais, si on veut vraiment rester dans l'agriculture biologique, c'est quand même beaucoup de manuels. C'est comme il y a des maraîchers qui utilisent des broches ou des trucs comme ça. Pour moi, je ne conçois pas l'agriculture biologique sur Bosch. Mais voilà, c'est. Enfin, moi, je pense que ceux qui produisent des légumes et tout ça, même les vignerons, tout ça, ils travaillent différemment par rapport à il y a 30 ans. Il y a quand même une sacrée évolution. Vous avez pris conscience de certaines Moi, je pense. Moi, je le ressens comme ça. Et puis, de toute façon, il y a 30 ans en arrière, les produits phyto qu'ils utilisaient, ça tuait un être humain. Hein. Ils en prenaient 1 litre, peut-être maintenant, sûrement moins. Et puis, les produits sont différents, c'est évolué. Je dis pas qu'il faut, pour moi, les produits phyto doivent être un petit peu utilisés, mais avec parcimonie. C'est-à-dire, faut pas être aussi obtus voilà. Faut pas mettre que ça, mais il faut regarder. Il faut, comment dire, la nature, c'est observer pour comprendre. Si elle donne un petit coup, maintenant, on utilise ça, mais bon, c'est comme ça. Pour toi, l'agriculture biologique est-elle durable? Donc l'agriculture biologique est durable. On part sur des nouvelles techniques de culture. Donc c'est tout ce qui est graines. Donc déjà on part sur de la graine bio. Sur des semences aussi qui sont des variétés surtout anciennes. Et donc on a aussi donc tout ce qui est les intrants. Donc on a aussi des intrants bio à base donc toujours de tourbe, mais on va vers des substrats aussi qui sont un peu plus durables, donc c'est-à-dire des fibres de noix de coco pour mettre dans le substrat, de la grime fibre, donc qui est de la fibre de bois issue donc du recyclage. Et on part aussi sur des contenants aussi qui peuvent être bio, comme des godets en amidon de pommes de terre, ou des godets qui sont biodégradables ou biocompostables, pas tout à fait la même chose, comme des godets en tourbe. Et puis donc beaucoup moins de produits chimiques, donc issus de la pétrochimie principalement, donc ce sera plutôt des produits issus des animaux ou des champignons aussi, issus végétales, donc comme les huiles essentielles d'amande, d'orange amère, voilà, les huiles aussi végétales comme l'huile de colza. Voilà, ça sera plutôt des choses comme ça, donc ça va vraiment partir sur plus de durable par rapport à d'autres produits. On va pas produire les tomates en plein hiver, on va produire les tomates à la bonne saison. Donc tout ça, c'est tout ce qui est des produits de saison à la bonne époque. Donc si on ne produit pas de tomates en plein hiver, on n'a pas besoin de mettre de chauffage. Il faut éduquer donc tous les clients à avoir des produits de saison et pas comme dans les supermarchés où on a de la fraise à Noël, de la tomate toute l'année ou d'autres produits tout le temps.